On met bien le petit t-shirt là. Bon les amis, faut que je vous montre quelque chose. Ça se passe juste ici là. Vous voyez ce truc qui ressemble à un boîtier de PC? Bah en fait, c'est un boîtier de PC. Mais il a une grosse particularité, comme vous pouvez le voir ici, c'est qu'il y a une plaque à induction pour qu'on puisse faire cuire nos meilleurs steaks. C'est pas vrai du tout. Veuillez excuser le cable management dégueulasse un petit peu partout là. Le chantier, pour l'instant, je suis en, pas déménagement du lieu, mais déménagement des choses. Hein. Vous pouvez le voir que le décor est en train de changer. Ça peut paraître être le gros bordel. C'est le gros bordel temporaire. Ce boîtier est donc le Height Y70. La grosse particularité de ce boîtier, comme vous pouvez le voir, c'est ceci, qui n'est non pas une plaque à induction, mais un écran, mesdames et messieurs, un écran 4K tactile. Vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir un écran là-dessus, que ce soit 4K ou tactile ou quoi, déjà on pourrait trouver ça super useless. Au début je le trouvais, parce que je vous avoue que l'intégration des écrans partout, comme sur les AIO, sur les ventilateurs dernièrement, le fait qu'on puisse intégrer des petits moniteurs externes dans les boîtiers et tout, j'ai jamais trouvé ça trop utile, mais là, ça prend vraiment beaucoup de sens. Pour l'instant, c'est pas encore très complet. Il y a moyen de faire quelques petites choses, mais ça reste un gadget qui est quand même assez cher, enfin qui rend le boîtier assez cher finalement pour ce qu'on va en faire. Il faudra juste voir comment ça va se développer, mais en tout cas, ici on va se contenter de ça. Mais dans le futur, si on commence à avoir d'autres choses, d'autres écrans, d'autres commandes directement sur le boîtier, ça peut rendre beaucoup de choses possibles. Et donc c'est vraiment cool. Il faudrait peut-être que je reprenne un petit peu mon souffle. J'ai l'impression que je ne respire pas depuis tout à l'heure. J'ai transvasé une config que j'avais déjà dedans, qui était dans mon H6 de chez NZXT. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par la marque. Je n'ai pas reçu le boîtier de Height, je l'ai acheté moi-même, je l'ai commandé il y a plusieurs mois et à l'heure actuelle ce boîtier est déjà entre guillemets en rupture de stock, je vous expliquerai pourquoi. Mais par contre il y a un sponsor qui est YourCDKey. YourCDKey, c'est un site sur lequel on va pouvoir acheter des clés de jeu, des clés software et surtout ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, des clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que celles qu'on va retrouver sur le site de Microsoft ou chez les intégrateurs PC et rassurez-vous, ce n'est pas illégal, ce sont des vraies clés, c'est totalement legit, il n'y a pas de crack, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de tout ça. Et déjà qu'elles sont pas très chères, mais en plus de ça, si vous rentrez mon code promo DDVIP, vous aurez une réduction de 25%. Donc vous allez voir, c'est très facile, hein, il y a plein de moyens de paiement qui sont disponibles. Une fois que vous avez payé votre clé, vous vous rendez directement sur le site dans votre User Center, vous n'allez pas les recevoir par mail. À partir de là, vous allez trouver votre clé, vous allez pouvoir la rentrer dans Windows pour l'activer, et une fois que c'est fait, vous aurez débloqué absolument toutes les features de Windows. Si vous avez le moindre souci, comme par exemple un paiement qui ne passe pas, ou alors une clé qui ne fonctionne pas, il faut pas paniquer, vous ne vous allez pas faire arnaquer. Vous allez tout simplement sur le site, dans le petit chat qui se trouve en bas à droite, et vous leur exposez votre problème clairement. Et là, soit ils vous remplaceront votre clé très rapidement, soit ils vous rembourseront. Bref, un tout grand merci à YourCDKey qui sponsorise ma chaîne depuis si longtemps, et sur ce, on retourne au sujet principal. Comme je l'ai dit en l'état, ce boîtier il me plaît et ce que j'ai mis dedans en termes de composants aussi, j'ai juste un problème avec le water cooling et avec la ventilation, donc je vais changer ça tout de suite. J'ai commandé ça ici, regardez là, à côté de ma belle petite poubelle fraîchement acquise. J'ai commandé toute une poignée de ventilateurs de chez Lianli, les Unifan V2. C'est la première fois que je vais mettre du Lianli dans une de mes configs. Faut savoir que j'ai pas beaucoup d'affinité avec cette marque. Je parle pas forcément d'affinité avec le personnel de la marque parce que je n'ai jamais bossé avec eux, je n'ai jamais tenté de faire quoi que ce soit avec eux, alors que j'ai reçu des propositions. Moi, j'ai reçu pas mal de mails de leur part, mais j'ai jamais été forcément attiré par Lianli. Je saurais pas vous dire pourquoi, hein, malgré qu'ils fassent du matériel de qualité. On a cette plaque en mèche qu'on vient enlever comme ça. Et alors, ouais, bon, j'ai pas encore fait le cable management. Hein. Je savais que j'allais. Putain, fait chier. Je passe mon temps à dire aux gens faites votre cable management, mais moi à chaque fois je montre un PC, il est pas fait. Non, mais voilà. À partir du moment où j'ai monté ce PC, je savais que j'allais changer les ventilateurs. Vous voyez, j'avais commencé à faire quelque chose. Et puis je me suis dit bon, faut pas que je force trop non plus parce que je vais changer les ventilos. Donc là, je vais quand même devoir couper des serre câbles. Les colis Amazon sont arrivés donc avec le water cooling qu'on va mettre dedans et un cable mode aussi. C'est vrai que j'avais commandé un cable mode, j'en ai pas parlé. Mais du coup, j'ai pris un petit cable mode de chez Easy. Et alors voici la façon, bon c'est moi qui ai barré l'adresse et tout, mais voici la façon dont il est arrivé. Il n'était pas dans une boîte, il était comme ça, tout était déchiré, le livreur l'a posé, j'étais en mode d'accord, oui, pourquoi pas, c'est pas mal donc. L'avantage du coup c'est que c'est ouverture facile, hein, on s'emmerde pas, mais le truc est arrivé complètement arraché. Donc bon, évidemment, ça ne change pas le contenu de la boîte et ça c'est cool, donc ça je vais le reculer un petit peu. Ah putain, ils les ont mis directement dessus, bordel. D'habitude, justement, je préfère quand ils sont directement dessus, mais là, vu que je vais les changer pour ceci, Thermalright, une marque qui paye pas de mine, hein, c'est pas la marque la plus connue et la plus quali de toutes, mais en tout cas qui fait quand même des produits quali et surtout, pas spécialement cher. Celui-ci il coûte genre 150 €, je crois. Et sur le marché, il n'y en a pas beaucoup des AIO en 360 mm à ce prix-là, avec un écran bien sûr, hein, parce qu'il y a des AIO en 360 qui coûtent moins cher. Le PC est monté, bon, je dois encore faire tout ce qui est cable management proprement, mais ça, je le ferai un petit peu plus tard,
promis, je le ferai. Hein. Là, c'est juste pour pouvoir libérer mon cadreur, comme ça on termine la journée de tournage. J'ai reçu donc le water cooling, j'ai reçu les ventilateurs, j'ai tout mis. J'ai mis le cable mode en blanc et maintenant on l'allume pour voir. Alors maintenant que tout est installé et monté correctement dans ce boîtier, laissez-moi vous en parler en détail puisque c'est quand même le sujet principal de cette vidéo. Déjà, on a une conception robuste, quelque chose qui est pratiquement entièrement en acier. On va avoir un petit peu d'ABS par-ci par-là, mais c'est vraiment minime dans la structure générale du boîtier. On est sur du full mesh, vraiment, il y a de l'aération absolument partout dans ce boîtier. Je pense que c'est difficile de faire mieux, sauf peut-être si on enlève la vitre pour la remplacer par du mesh, mais du coup, ça enlève complètement l'esthétique du boîtier. Pour les dimensions, on est sur du 47 cm en longueur, 32 en largeur et 47 en hauteur. On est donc sur une case qui est assez imposante et qui a une contenance de 71 litres. Pour finir, on est sur un boîtier qui peut accueillir jusqu'à 10 ventilateurs en 120 mm et qui pèse 11 kg à vide. Sur la face latérale arrière du PC, donc là où on va retrouver les connectiques, on va retrouver une chose très intéressante. Deux racks pour y brancher des disques durs ou SSD et pouvoir les sortir ou les rentrer n'importe quand hyper facilement sans devoir passer à l'arrière du boîtier et devoir trifouiller tous les câbles. C'est vraiment super pratique et super bien pensé. Je sais pas si ça a déjà été fait ou non sur d'autres boîtiers, mais en tout cas la façon dont ça a été présenté là, le côté pratique et accessible, je comprends pas pourquoi c'est pas comme ça sur tous les boîtiers. C'est vraiment d'une facilité déconcertante. On enlève 2 vis par rack, on l'enlève, on le remet, on revisse et c'est terminé. La grosse particularité de ce boîtier, c'est son écran. On est donc sur un écran au format portrait qui possède une dalle LCD tactile sur 10 points pour être exact. Et point un petit peu absurde, la résolution de cette dalle est de 1100 sur 3840, ce qui en fait donc une dalle 4K. Est-ce que c'était nécessaire de mettre de la 4K là-dessus? Je ne pense pas et je pense que ça a un impact sur le prix mine de rien. Et même si c'est pas des masses intéressant de le savoir, le temps de réponse de cet écran est de 60 Hz. Pour ceux qui se demandent comment fonctionne cet écran, comment il est branché, comment il est alimenté, laissez-moi vous expliquer, c'est vraiment simple. On va avoir deux câbles en USB-C branchés dessus. L'un va être une rallonge USB-C vers DisplayPort qui va parcourir tout le boîtier pour donner une sortie vers l'extérieur, sur lequel on va brancher un DisplayPort qui sera relié à la carte graphique. Ce qui fait qu'il est donc considéré par Windows comme étant un écran secondaire. Le deuxième câble USB-C qui est branché dessus, lui est splitté en deux. On va avoir une connectique en SATA pour l'alimentation et une autre en USB 2.0 pour le brancher directement sur la carte mère. L'un permet donc de l'alimenter et l'autre d'avoir les interactions directement avec Windows. Cet écran fonctionne de pair avec l'application Height Nexus. Elle va nous permettre d'y voir pas mal de choses, tout le monitoring déjà du PC via l'écran, mais en plus d'y installer des widgets qui sont déjà présents et qui permettent d'exploiter au mieux le tactile. Actuellement, il n'y a pas encore grand chose si ce n'est une horloge, un petit poisson qui tourne sur lui-même, des petits raccourcis pour Windows, une calculatrice, la possibilité de mettre des emojis, enfin du coup d'utiliser le tactile comme une extension de votre clavier juste pour avoir des emojis. Pourquoi pas, hein. Je sais pas, peut-être, hein, pour 500 €, il faut bien nous mettre des trucs utiles quand même. Bon, on a quand même 2-3 widgets qui sont intéressants actuellement, notamment OBS ou alors directement le chat Twitch. En vrai, quand vous avez le PC à votre droite et du coup l'écran juste à côté, que vous streamez, ça vous permet de ne pas devoir monopoliser un écran juste pour le chat et ça, c'est vraiment très cool. Mais de ce que dit l'application, il va y avoir des mises à jour prometteuses qui vont ajouter pas mal de choses. Déjà, on va avoir la possibilité de créer et importer ses propres widgets pour ceux qui s'y connaissent en codage. On va avoir l'arrivée d'IFTT et ça, c'est vraiment très cool. Ça va nous permettre d'utiliser des applets, donc de déclencher des services, des interactions directement. Enfin ça va être très cool. On va avoir l'intégration d'autres outils directs comme par exemple un bloc-notes, le Google Agenda, et même si ça peut paraître assez useless parce que c'est des trucs basiques qu'on peut retrouver directement sur le PC, sur le smartphone, je vous avoue que moi par exemple ça peut m'être très utile. Pourquoi? Parce que je pense pas forcément aller consulter mon agenda, j'ai la flemme d'aller ouvrir une page pour aller sur Google Agenda, de regarder mon téléphone tout le temps alors que le PC je l'ai tout le temps à côté de moi, donc ça me permet de mettre directement des pense-bêtes visuelles sur ma tour, d'avoir mon agenda accessible sans devoir l'avoir quelque part sur mon phone et devoir aller le chercher. Non, ça, en vrai, ça peut être utile. Après, évidemment, on n'achète pas un boîtier à 400 voire 500 € selon le site pour des choses comme ça. C'est déjà pour le boîtier en lui-même, pour ce que peut proposer l'écran sur d'autres terrains, mais aussi pour plein de petits widgets comme ça cumulés. Mais c'est aussi parce que même si certains n'en verront pas l'utilité, c'est une très grosse innovation qui peut ouvrir énormément de portes. Et ça, c'est l'un des points super positifs de ce boîtier dont on va parler maintenant, puisque on aborde maintenant justement les sujets positifs, mais aussi les négatifs.
négatifs puisqu'il y en a quand même quelques-uns. Autant ce boîtier, je le trouve génial, incroyable, il y a beaucoup de choses qui font que je le kiffe. Il y a quand même 2-3 petites choses qui m'emmerdent royalement. Donc, premier point positif, son écran représente une innovation qui est pas négligeable. C'est peut-être pas encore totalement maîtrisé, ça coûte encore peut-être trop cher et ce sera pas destiné à tout le monde, mais ce côté physique sur le PC, sur le boîtier, ça peut apporter beaucoup de choses pour la suite. Là déjà, comme il est actuellement, la façon dont il est positionné, ce qu'il est possible de faire avec et ce qui va être possible de faire avec, c'est super pratique. Pour des gens qui ont besoin de plus de macros, qui ont besoin d'un écran en plus ou quoi, s'il n'y a pas forcément beaucoup de place sur le bureau pour rajouter un écran en plus, ou alors que c'est juste trop cher de rajouter un écran pour 2-3 petites choses, c'est bien de l'avoir là-dessus, surtout qu'on achète le boîtier avec l'écran, hein. C'est pas genre on achète l'écran pour acheter l'écran, parce que là vous pourrez me dire 500 € pour un écran ça fait quand même cher, à ce prix là t'as un vrai écran. Oui mais là c'est pas un écran, c'est un boîtier, faut pas oublier que ça reste un boîtier sur lequel on va trouver un écran, et donc ça permet de gagner des raccourcis en plus, un affichage en plus, des options en plus, sans devoir monopoliser plus d'espace que celui d'un boîtier qui certes est quand même assez imposant. Et ce que ça peut ouvrir à la suite, c'est que si d'autres constructeurs ou même Height prennent ce concept là pour le pousser plus loin sur d'autres parties du boîtier, pour rajouter d'autres choses physiques, pas seulement des écrans mais d'autres options physiques sur le boîtier, ça peut donner naissance à des trucs super originaux, à des révolutions. Enfin moi c'est ce genre de truc que j'attendais dans l'hardware, et je doute pas une seconde qu'avec le succès qui se prennent là actuellement Height sur ce boîtier, d'autres constructeurs vont aller reprendre un petit peu l'idée, peut-être pas pour mettre l'écran au même endroit mais pour le mettre ailleurs, pour mettre d'autres choses, mais parce que clairement ça on va en parler juste après, mais ils se prennent un raz-de-marée de commandes colossal. Surtout que Height à la base c'est très niche, c'est pas une marque connue, c'est pas Corsair, c'est pas Cooler Master, c'est pas Asus, c'est pas Phanteks, c'est pas Lianli, ils sont random presque, surtout en Europe. Mais donc imaginez de plus en plus de possibilités physiques comme des boutons, des écrans, je sais pas, mais directement sur le boîtier. Mais moi je vois des trucs de fou en fait. Je vais pas trop dire ici en vidéo toutes les possibilités que j'imagine actuellement, je pense que je vais d'abord déposer des brevets dessus parce que il y a moyen de faire des trucs de fou. Et bref, ça pour moi, cette innovation là qui ouvre les portes sur beaucoup de choses, c'est un point très positif. Autre point positif, la conception très robuste du PC, et en plus de ça full mesh qui le laisse super bien respirer, et vraiment le must, les ouvertures faciles, quelle que soit la face du PC, vous pouvez toutes les enlever, et vous les enlevez sans vis, sans rien, vraiment vous tirez, ça s'enlève, ça ne bouge pas, c'est bien stable, c'est fixe, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bruit bizarre, ce qui prouve que d'habitude il n'y a pas besoin de vis. Vraiment là, s'il y a le moindre truc à voir dans le PC, vous tirez, vous chipotez, vous remettez, c'est réglé. Et donc oui, tout ce mesh et la conception du boîtier fait que ça respire hyper bien. Évidemment, ça dépendra de la ventilation que vous y installerez, parce qu'il n'y a pas de ventilation installée par défaut, ça on en parlera après. Mais en fonction des ventilateurs et refroidissement du processeur que vous allez installer, vous aurez un airflow excellent. Si on suit le schéma qui a été créé pour ce boîtier, et c'est celui que j'ai fait, ça va aspirer vers l'avant sur la face latérale, ça va rejeter à l'arrière, et il y a un autre courant vertical qui va être créé en aspirant du dessous et en rejetant vers le haut. Et il n'y a rien qui vous empêche de procéder ainsi, il n'y a rien de mauvais, puisque le PC est conçu pour que la carte graphique soit mise à la verticale. Donc déjà la carte graphique ne va pas venir perturber l'airflow du boîtier, mais en plus de ça, il n'y aura pas de souci de courant d'air avec les ventilateurs de la carte graphique. Mais du coup, ça nous conduit à un point assez négatif dont on va parler également juste après. Et donc pour placer cette carte graphique à la verticale, on a un riser qui est fourni avec, qui est préinstallé. C'est très cool, c'est pratique. En plus de ça, le riser il est quand même assez esthétique sans être trop massif. Même sur ce point-là, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, de réfléchir, de manager. Vous branchez votre carte graphique sur le riser et c'est réglé. Comme je l'ai dit, ce boîtier est conçu dès le départ pour que votre carte graphique soit à la verticale. Mais ça, c'est pas si positif que ça, et ça nous amène donc au point négatif. Le premier, c'est donc ce riser préinstallé. C'est très cool qu'il soit préinstallé, qu'il soit fourni avec, qu'on n'ait pas donc à l'acheter séparément, qu'il soit design et qu'il soit mis à une distance suffisante de la vitre. Il est pas du tout collé à la vitre, il y a au moins 10 cm je pense, ce qui fait que les ventilateurs de votre carte graphique ne vont pas être pratiquement plaqués à la vitre, et donc ça respirera mieux. Mais le souci, c'est que la conception du boîtier à ce niveau-là a été faite pour que le riser soit là. C'est-à-dire que si maintenant j'ai pas envie de mettre ma carte graphique à la verticale et que je l'enlève de là, que j'enlève le riser, je vais juste avoir un gros trou dégueulasse sur le plancher de mon boîtier. Et à moins que j'ai loupé un épisode ou un accessoire qui aura été fourni avec, enfin en tout cas moi je ne l'ai pas puisque la boîte du boîtier est vide maintenant, eh bien il n'y a aucun moyen pour arranger ça. Vous enlevez le riser, ça vous fait un trou dégueulasse dans le boîtier. Ça nous conduit à un autre point très négatif par rapport à ça, étant donné que la carte graphique est à la verticale et aussi proche de la carte mère, ça condamne les autres ports PCIe pour pratiquement tout. Non seulement parce qu'on n'a pas l'espace entre la carte mère et la carte graphique pour mettre quelque chose d'un peu large, mais en plus de ça parce que les slots sont beaucoup trop petits. On ne sait rien mettre à part peut-être des extensions comme une carte Wi-Fi ou quoi. Mais par exemple, mon Camlink Pro,
je ne peux pas le mettre dans ce PC. Parce que c'est trop petit, ça ne rentre pas, et la carte graphique bloque le passage. Et même si j'enlève la carte graphique, les slots ne sont pas faits pour, ils sont trop petits, donc je ne peux toujours pas le brancher. Et sachant que c'est un PC qui est fait pour le montage, mais également pour le stream, bah là, je m'ampute de quelque chose de très important. Ma solution, c'est soit de me passer du boîtier, de le changer, soit de passer sur quelque chose d'autre, comme un Atem Mini Pro de chez Blackmagic. Mais bon, c'est un petit peu relou, puisque du coup, bah, mon Camlink Pro, il me sert plus à rien. Et faut que je le précise, mais même la carte graphique ne rentre pas, en fait, il est impossible de la mettre à l'horizontale. Ce boîtier est réellement conçu pour que la carte graphique soit mise à la verticale, et pas autrement. Et ça, c'est vraiment très relou. Et voyez ça, pour certains, ce sera pas un frein du tout, ce sera totalement anodin, mais moi, ça me fait un petit peu revenir en arrière sur mon choix de boîtier. Je l'aime vraiment beaucoup, donc je pense que je vais passer sur quelque chose d'externe, donc un Atem Mini, mais ça m'emmerde royalement. Parce que je me sers de mon Camlink Pro depuis des années, que c'est super pratique et que bah c'est con de devoir changer juste pour un détail aussi bête. Donner le choix de pouvoir mettre ou non la carte graphique à la verticale, c'est cool, c'est vraiment génial, mais l'imposer, je suis pas d'accord. Le bouton Power, donc qui sert à allumer le PC, est vraiment dégueulasse. Non seulement il est moche, il est pas beau du tout, c'est un truc transparent avec un rond au milieu, je sais pas, ils auraient pu nous faire quelque chose d'un petit peu design, d'un petit peu estampillé height ou quoi, je sais pas. Mais en plus de ça, ils ont eu l'incroyable idée de mettre un switch blue, pour être plus précis, sur ce bouton, un petit peu comme un clavier mécanique, ce qui rend donc la pression ultra sensible, et si vous laissez l'option d'éteindre Windows directement en appuyant sur ce bouton, bah il suffit que quoi que ce soit l'effleure pour qu'il s'éteigne. Autre point négatif, on a un boîtier qui est super complet, qui est super joli, solide, qui apporte beaucoup de choses, mais qui n'a pas un seul ventilateur de préinstallé lorsqu'on l'achète. Et vous me direz que c'est pas trop grave, puisque du coup, ça vous permet d'installer les ventilateurs qu'on veut, de les choisir. Moi, je suis très content d'avoir mis les Lion Lille, hein. Ils matchent parfaitement dedans, j'en suis content, pas trop de câbles et surtout très joli. Nickel, mais et le prix dans tout ça? Ça veut dire que vous achetez un boîtier et qu'en plus de ça, il faut acheter des ventilos en plus. Donc malgré la qualité de produit et l'innovation que propose ce boîtier, je trouve ça quand même un petit peu gonflé de proposer quelque chose d'aussi cher sans même foutre un seul ventilateur dedans. Puisque oui, on va en parler maintenant, mais ce boîtier est extrêmement cher. Il faut savoir qu'il existe deux versions du Y70. Il y a celle-ci, donc la Touch avec l'écran tactile, et la version normale qui ne possède pas d'écran tactile. La version standard sans écran tactile coûtait 220$. Celle avec l'écran tactile coûte 350$. Donc directement, on prend 150 €, donc presque le double du prix du boîtier. Mais surtout que là, je vous parle du prix MSRP en dollars et sans taxe. Si on va le chercher en euros sur des sites français ou belges, on va tout d'abord le retrouver sur Alternate à 450 €. Il faut savoir que moi, quand je l'ai commandé sur Alternate il y a à peu près 3-4 mois, et bien à ce moment-là, il m'a coûté 400 €. C'est toujours pas donné, mais ça reste moins cher que maintenant, déjà 450 €. Et si on va voir chez les margeurs fous, on est sur une augmentation d'encore 50 €, et donc sur un boîtier qui tombe à 500 putains d'euros. 500 € pour ça, c'est beaucoup trop cher. 500 €, c'était le prix d'un Obsidian 1000D quand il était encore fabriqué. Un boîtier gigantesque avec du verre trempé absolument partout, qui permettent de mettre 2 configs dedans. Certes, il possède pas d'écran tactile, mais le prix est un minimum justifié. Bon, on peut quand même justifier certaines choses, le fait que certes il y ait l'écran mais qui coûte pas aussi cher normalement, le fait qu'il y ait quand même de la R&D et surtout il y ait du développement pour le logiciel Nexus. Le logiciel c'est pas fait tout seul, il a fallu payer une équipe de dev, ok, mais même j'arrive pas à me dire que ce prix est normal. Et vous me direz comment ça se fait qu'ils peuvent continuer à le mettre à ce prix-là, comment ça se fait qu'Alternate l'ont mis à 400 € d'abord et puis maintenant à 450 €. Eh bien c'est très simple, lorsque il a été lancé au départ, je pense que personne ne s'attendait au succès qu'allait voir ce boîtier, puisque oui, il a un succès énorme. Il est arrivé dans certaines boutiques en Europe seulement début mars. Et de là, on a commencé à le voir popper un petit peu partout sur les réseaux. Et plein de gens à qui je parle ont vu ce boîtier et veulent ce boîtier. Donc, comme quoi, mettre un écran sur un boîtier, ça a du succès. Et ce qui se passe aussi, c'est que malgré le fait qu'ils viennent seulement d'arriver sur le marché européen, bah il est déjà en arrêt de production. Hyde sont en train d'arrêter de le produire, ils liquident toutes les commandes qui avaient déjà été passées, mais ils arrêtent déjà de le produire parce que ils n'arrivent pas à suivre. Mais ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que si vous ne le commandez pas maintenant tout de suite, vous n'y aurez pas le droit. Il faut savoir qu'ils arrêtent la production parce qu'ils n'arrivent pas à suivre et parce que c'était aussi totalement débile de foutre un écran 4K là-dessus. Je le dis depuis le début. La preuve étant que Hyde ont annoncé que ce boîtier va continuer à sortir. Prochainement, il va encore être produit, mais avec un écran en version 1440p. Et je vous assure que vous ressentirez pas une grosse différence sur la résolution, voire même aucune. Mais du coup, Hyde, dites-moi, étant donné qu'on baisse en résolution, on va baisser en prix, n'est-ce pas? En tout cas, je l'espère parce que je comprends que beaucoup de gens veulent ce boîtier. C'est vraiment super chouette, c'est vraiment super intuitif, c'est original, c'est nouveau, c'est frais. Vraiment, proposez-nous des trucs comme ça plus souvent. Bon, faut pas aller trop loin non plus, hein. Je veux dire, mettre des écrans sur les ventilateurs, c'est pas fou. Ne nous mettez pas des écrans sur les clics de souris, sur les oreillettes des casques ou même sur les alimentations. Oh wait, ça existe déjà ça, non? Dans ce boîtier, il y a vraiment beaucoup de positifs, il y a un petit peu de négatifs. Moi, la seule chose qui me rebute vraiment, c'est le fait que je ne puisse pas brancher ce putain de Camlink Pro que je n'arrivais plus à trouver. Parce que pour moi, c'est un outil vraiment indispensable et je suis bête de pas avoir regardé avant, mais c'est aussi tellement bête d'avoir fait ça que comment j'aurais pu m'en douter. Bref, je vais arrêter de pleurnicher.
c'est ma faute, j'ai pas regardé, c'est comme ça, c'est la vie, et je pense pas que je vais revenir sur autre chose que ce boîtier pour l'instant parce qu'il me plaît. Je vais juste passer sur du Blackmagic. Un petit Atem Mini Pro, ça fera l'affaire. Bref, écoutez, je pense que j'ai jamais autant parlé d'un boîtier parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire et qu'il en vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires, à poser vos questions si vous en avez. Je tâcherai d'y répondre ou alors la communauté s'en chargera. Si vous êtes des gens en possession de ce boîtier, n'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires également. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me follow sur Twitch pour suivre mes lives et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.